Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans cet épisode, nous accueillons le premier invité homme du podcast. Il s'agit d'Elliot Ranjemanjatu. Je vous invite à découvrir à travers cet épisode un jeune homme dynamique et très ambitieux, car Elliot est à la fois consultant et président de l'association Tetka Sahal, une association qui a pour but de redonner de la valeur à la nature de Madagascar. Je dirais même qu'il est à la fois idéaliste et terre-à-terre en même temps, parce que son discours démontre, selon moi en tout cas, une grande envie de contribution au développement de Madagascar, tout en restant lucide face aux difficultés, aux contraintes et à la discipline et la rigueur que tout cela demande. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça de vous-même. Bonjour Elliot. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, il fait chaud. Effectivement, oui, encore ça va mieux que cette semaine. Cette semaine, oui. c'était horrible. Et bon, écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu souhaites? Mais déjà merci de m'avoir invité sur le podcast, ça fait très plaisir. Et moi je m'appelle Elliot Ranjemanjatu, je suis le président de l'association Tetka Sahal. Comment me présenter? Moi j'ai habité à Madagascar jusqu'en terminale, donc j'ai fait ma primaire, mon collège, mon lycée à Madagascar. Je suis venu ici, ça fait maintenant 9 ans. J'ai fait Sciences Po Paris. Collège universitaire jusqu'au master, et après le master j'ai fait des alternances. Là je suis consultant et je suis président de Tetka Sahal. C'est ce que je préfère le plus parmi tout ce que j'ai fait. Et du coup pendant tout ton parcours là du coup tu dis 9 ans, t'es arrivé en 2012? Oui, ok. pour mon bac, ouais. Ok, on est arrivé ensemble. Donc Ah juste... ça fait longtemps alors. Ouais, moi aussi je suis un dinosaure. Oh, bon, on peut dire ça. Du coup, pendant tout ton parcours, tu me dis, tu étais grandi à Madagascar, tu étais arrivé en France. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement inspiré pendant tout ton parcours? Premièrement, déjà, mon père, parce qu'il m'a beaucoup éduqué, enseigné et coaché pendant toute la période où j'étais à Madagascar, parce que je faisais du taekwondo. Enfin, je fais du taekwondo à haut niveau. Et c'est des périodes assez difficiles et pour conjuguer études et en même temps sport de haut niveau, c'était très compliqué. C'est assez difficile pour un jeune. Enfin, pour quelqu'un, j'avais que 14 ans, il fallait déjà faire beaucoup de choses, c'était très fatigué, il fallait passer ses examens. Et forcément, mentalement, c'est difficile. Donc quand j'ai vu que mon père faisait beaucoup de choses, s'était placé, était président de la Fédé, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai vu qu'il avait fait, il était entrepreneur. Je me suis dit, ça m'a donné envie en fait de faire ce que je fais aujourd'hui. Et si je peux mettre une autre personne, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Il y a eu mon coach qui lui s'est toujours battu, énormément battu pour que je réussisse ce que je devais faire. Et je me suis dit que j'avais envie de le rendre. Je vois à quel point les gens comme lui, comme d'autres personnes qui m'ont suivi toute ma vie, ont galéré et ont jamais vraiment galéré pour les bonnes raisons. Enfin, je me dirais qu'ils l'ont jamais mérité. Et je me suis dit que non, si je fais quelque chose à l'avenir, c'est que je fais pour tous ces gens-là, quoi. D'accord, mais du coup tu as fait de la compète? Ouais. D'accord. Ouais, j'ai fait de la compète, ouais. Nationale et internationale. Ok, d'accord. Tu as gagné un prix? Médaille de bronze, championnat d'Afrique. Oh, ok. Ah. Mais c'était pas facile, ouais. Ah, j'imagine. Mais du coup, après, je connais pas très bien les arts martiaux, mais j'imagine que ça vous apprend aussi certaines valeurs. Oui, beaucoup, ouais. En fait, c'est un peu tout ce qui m'a façonné moi depuis le début. Déjà, de un, la discipline.
de toujours faire ce qui t'est demandé de manière bien et ordonnée. Ensuite, la rigueur, parce que si jamais je le fais pas, je répète pas tous les jours, je m'entraîne pas, je vais pas courir, etc., ben, j'y arrive pas. Et après, la signification de la ceinture, parce que nous, la ceinture, la signification, par exemple, la ceinture noire, bah, pour moi, par exemple, ça signifie l'exemplarité. Tu ne peux pas demander à les ceintures noires, c'est quelqu'un qui enseigne. Tu peux pas, qui enseigne et qui coach, tu ne peux pas coacher et enseigner quelqu'un si tu n'es pas capable de le faire toi-même. Enfin, moi, je le dis souvent, c'est que je marche par exemplarité. Si je ne suis pas capable de le faire, je vais pas le demander, par exemple, dans mes projets, dans mes choses comme ça. Et ben, c'est un peu ce que je me suis dit en regardant, enfin, je dépasse un peu, mais je dis c'est un peu ce que j'ai vu en regardant un peu l'évolution du pays, comment les choses avancent, etc. Et je me suis toujours dit que nos dirigeants ne faisaient pas preuve de un de discipline, de 2 de rigueur, de 3 d'exemplarité. Et je me suis dit non, comment est-ce qu'on peut élever un pays si on ne fait pas preuve de ces choses-là, et des choses qui, mine de rien, ne demandent que des efforts de soi-même, quoi. Si je me suis dit à cet âge-là, si à 14 ans, un enfant est capable de le faire, Il faut lui dire aussi. pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire eux, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Donc j'imagine que oui, c'est grâce à ces valeurs-là justement que enfin, entre autres, grâce à ces valeurs-là et grâce à ton parcours, aux personnes qui t'ont inspiré, que tu en es là aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant d'aujourd'hui, du coup, moi je me suis promenée sur ton profil LinkedIn, hein, qui est assez fourni quand même de ce que j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai vu par exemple que tu étais, comme tu disais tout à l'heure, à la tête de l'association TEDCAS à Halle. Ou à la TEDCAS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Bah alors, TEDCAS à Halle, c'est un projet en fait de développement rural principalement et de développement agroécologique, à la mesure où on essaie de créer vraiment un écosystème de vie autour des zones d'intervention que l'on fait. C'est-à-dire que, premièrement, on essaye d'éduquer, de coacher les communautés locales à des pratiques agricoles plus responsables. Et ensuite, à leur montrer que ces pratiques agricoles responsables peuvent leur permettre d'augmenter leur rendement et donc de les nourrir déjà de premièrement, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et une fois qu'ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire, de leur montrer que ça a une plus-value, à la mesure où les surplus peuvent leur permettre d'avoir un rajout de revenus en fait. Et que, en fait, ce qu'on essaie de faire nous, c'est qu'à travers cet écosystème de vie, on essaie de montrer qu'un modèle économique de développement de ce type-là, basé sur la régénération des sols, la polyculture, le fait de rendre à la communauté locale est possible à Madagascar, et que de 1, ça permet déjà de nourrir les populations, de 2, ça permet de développer localement, parce qu'il y a des installations autour, des irrigations, de 3, de leur apprendre qu'en fait leur métier a de la valeur. C'est-à-dire qu'on est à 83% de population rurale à Madagascar, ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens qui ne sont pas valorisés tous les jours, et de dire que ce métier-là est important parce que demain, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui permettent au pays de grandir, et que nous, en fait, avec à la TEDCAS, on essaye de ramener un peu ce rapport à la terre, en fait. En gros, on revient toujours à nos bases, et à la base, il faut après apprendre à recultiver de manière durable sans jamais tout détruire. Et après, en même temps, on fait aussi des projets de reforestation, c'est-à-dire qu'on reforeste, en même temps on cultive, c'est-à-dire que si ils plantent un arbre, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne peuvent pas cultiver à côté. Donc c'est un peu ça qu'on essaie d'inculquer au travers du projet. Mais elle t'est venue d'où cette idée l'idée de ce projet? Bah en fait, ça vient depuis un moment en fait. Ça fait un moment que ça m'intéresse le développement durable. Ouais. Je savais pas exactement comment. Dans mes études, j'avais fait des spécialisations en énergie, développement durable un peu. Enfin, et en même temps, c'était quand j'ai été vice-président de Madagascar Will Rise au début. Moi je m'occupais d'un pôle qui s'appelait déjà RENRAN. Et RENRAN en fait c'était un pôle basé sur le développement durable, et je me suis toujours dit que comment est-ce que tu peux pousser le développement si ta population ne se nourrit pas? Et comment est-ce que tu nourris ta population? Tu ne vas pas forcément te baser sur des aides. Parce que tous les jours, on voit que ça, genre, c'est des aides de l'extérieur, il n'y a pas d'aide de l'extérieur, on est foutu. Je dis maintenant, on a quand même une énorme superficie de terre qu'on n'utilise jamais, des tas de produits qu'on ne valorise jamais. Et je me dis, ça peut être l'occasion, par des petits villages, par-ci, par-là, et pourquoi, au lieu de commencer par 100 000 hectares, de commencer par un village, de voir que ça change la vie des gens. Et petit à petit, peut-être qu'en voyant ça, les autres personnes vont se dire, ça peut changer ma vie, et je peux passer peut-être à moi aussi je vais le faire. Et finalement, le pays, il se reverdifie, il se renourrit,
ils se revalorisent. Et voilà, et puis après, quand j'ai quitté Madagascar Airlines, je me suis dit, je veux continuer. Et puis là, avec des amis et tout, on a fait HAL. D'accord. Et ça fait combien de temps là du coup? Ça fait 2 ans. D'accord. On a commencé en 2019. Ok. Et là, j'ai vu en fait que là, en fait, vous avez un petit, comment on appelle ça? Je sais plus comment vous appelez ça sur le site, mais en tout cas, le projet, il est sur un terrain en particulier, un Bouiming, je crois. Ouais. Comment la population locale, justement, a accueilli cette initiative? Le truc, en fait, c'est que elle l'accueille très très bien. Ouais. Parce qu'on est venu avec énormément d'humilité. En fait, on n'est pas venu en s'imposant, etc. En disant, ouais, on a un nouveau modèle, allez, vous allez essayer. Non, en fait, c'est que on a commencé par leur poser beaucoup de questions. On a passé une phase d'une année où on a posé beaucoup de questions. On a fait comment c'est votre quotidien, et ils me disent ouais, c'est dur, le riz ça pousse pas, ici en plus on est en hauteur parce qu'un Bouiming c'est un peu en hauteur, du coup ça pousse pas, du coup à un moment on n'a plus rien à manger donc on est obligé d'acheter mais on n'a pas d'argent, l'eau ne monte pas, des choses comme ça, enfin il n'y a pas d'irrigation et puis en fait on s'est intéressé à leurs problèmes. Et on s'est dit, et du coup, c'est quoi vos solutions par rapport à ça? Ils disent, nous, des fois, on décide de planter autre chose. Et dit, plantez autre chose, et puis faites quoi? Et puis pour l'eau, faites quoi? On ramène au seau. Mais notre souci, c'est qu'on a trouvé des solutions, c'est que juste on n'a pas la technicité et les moyens de faire tout ça. Et nous, on s'est dit, ça tombe bien, on a ça. Est-ce que ça vous dit d'essayer avec nous? Elle dit, ouais. Et en fait, c'est limite, c'est leur projet en fait, c'est pas le nôtre. Ils savent, c'est leur projet. Ils disent, et tout ça vous dit, et puis oui, ça donne quoi? Et puis on va essayer quoi. Puis après en même temps, sinon on va commencer par les maraîchers, c'est des trucs, les légumes, les légumineux et tout. Puis ils ont vu que ça poussait bien tard, ils sont réappropriés le truc, ils ont vu que la technique était bien, qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser du Nuvan pour tuer, enfin pour des pesticides. Et ça dit que c'est naturel, et que ça vient, et que ça pousse. C'est limite plus leur projet que le nôtre. D'accord, ok. Voilà. En gros, là, la population locale, du coup, elle consomme ce qu'elle produit. J'imagine que, il y a un surplus qu'ils vendent, j'imagine. Ouais. Mais du coup, là, ils le vendent directement ou alors c'est... Parce que là, tu vois, je pense à la notion de commerce équitable. Je sais pas si à Madagascar, du coup, je sais plus du tout comment ça se passe, mais s'il y a les grandes surfaces qui rachètent... Ou alors pour l'instant ce sont ces maraîchers là qui le vendent directement eux comme en fait c'est un peu le défi et, tu t'anticipes bien notre année 2022 et en fait sur le projet 2022 on pense à développer cette partie commerce équitable. C'est que nous ce qu'on fait c'est que premièrement sur les produits à valeur ajoutée on les rachète directement, ça leur donne une débouchée. Pour les produits maraîchers on va lancer un projet de marché, comme ça, où on va leur permettre d'écouler leurs produits eux-mêmes directement. D'accord. Et en fait, on les accompagne dans cette phase-là. Et peut-être les grandes surfaces, on verra. Je sais pas, on n'y a pas pensé, mais pour l'instant, on essaie d'abord de les pousser eux-mêmes à le faire. Et ensuite, après, si ça commence à bloquer un peu, là, on ouvre la voie des grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces, mine de rien, ça demande des quantités énormes et peut-être qu'on n'a pas ces quantités pour l'instant. D'accord. Comment tu as fait toi pour te former d'abord à ces différentes notions-là pour ensuite pouvoir les inculquer à la population locale? Déjà, après dans les études, on voyait ça de manière théorique. Déjà, les termes au moins, juste les termes et les modèles. Pardon. Et après, pour la pratique, c'est sur le tas. Ouais. Sur le tas, et en fait c'est en s'entourant de personnes qui savent faire ça c'est pour ça que nous on est une équipe, moi je suis rien sans tous les autres autour, et c'est eux, ils nous parlent tous les jours de comment ils le font, leur pratique, etc. Et j'apprends en fait, en gros, j'ai jamais fait parce que si en France il n'y a pas l'occasion vraiment, mais j'aimerais bien le faire. D'ailleurs j'aimerais bien le faire, aller dans la Drôme et le faire déjà pour tester. Et quand je vais aller là-bas, je vais faire que ça. Je vais aller sur terrain, je vais planter avec eux, je vais apprendre. Là, tu vas prendre le hangad et tu vas faire... je vais le faire. Je vais me faire mon lopin de terre aussi. D'accord, ok. Mais justement, quand tu me dis que ton équipe en tout cas est allée à la rencontre de la population locale, toi aussi tu y étais ou alors tu étais à distance? Non, à distance. Malheureusement, c'est ça la tristesse de la chose. C'est que moi, je regarde un peu les choses à distance. C'est-à-dire qu'on a une équipe locale, et une équipe locale qui est très mobilisée. Qui font quasiment tout, et moi je coordonne d'ici en fait, c'est plus ça. Mais après avec le Covid, je pensais y aller un peu plus tôt, mais avec le Covid c'est pas possible. J'irai peut-être bientôt,
Et non, en fait, on s'est fait. C'est une organisation un peu hybride, internationale locale. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'international, on aide au financement, à la modélisation, aux réflexions, les partenariats, tout ça. Mhm. Et après, au local, ben, ils font aussi ça, mais en même temps, ils font un peu plus ancré terrain. Et comment tu as fait pour recruter cette équipe locale d'ici? Bon, en fait, c'est des gens d'ici qui sont partis là-bas, et après, des Ah, gens de là-bas qui étaient déjà là-bas que je connaissais, et qui, d'accord, de fil en aiguille, d'accord. par, Ok. par affinité. Et c'est quoi ton ambition là pour le projet? Mon ambition là, c'est que on passe à au moins l'année prochaine, on ajoute au moins une zone d'intervention de plus. D'accord. L'idéal, bien sûr, une autre, Mhm. 3, 4, 5, Mhm. dans plusieurs régions. Parce que j'ai envie que, parce que chaque zone sont différentes. Mhm. Parce que là, on est sur Ndalamangue, c'est différent. Dans l'Est, ça va être différent. Et j'aimerais bien qu'on ait toutes les régions et qu'on montre un modèle différent par truc parce que les produits sont différents, les personnes sont différentes, les communautés locales sont différentes. Et si on y arrive sur toutes les régions, ben, on essaie de décupler ça par village. Mhm. Ça, c'est l'ambition. Ben, après, une ambition qui est beaucoup plus grande de vouloir faire un modèle entier, mais bon, on n'y est pas encore, quoi. Mhm. Bon, Faire faut y aller, petit à quoi. petit, ouais. Ok. Et d'ailleurs, comment vous avez fait pour, comment dire, pour sensibiliser la population locale à reforester, on dit ça comme ça? En tout cas, Mhm. à Ouais, reboiser. c'est ça. Parce que autant, ok, cultiver ce qu'ils vont faire à manger, ok, mais comment vous les avez inculqués, enfin, comment vous allez les avez sensibilisés à ça? Parce qu'ils doivent. Enfin, moi, je sais que, enfin, moi, si je suis là-bas, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire d'un arbre? Ça sert, enfin, ça me sert Mhm. à rien. En plus, le truc, il va grandir, je serai peut-être plus là quand le truc, il sera grand. Enfin, comment vous avez fait pour les sensibiliser à ça? Bah, en fait, c'est assez simple. Nous, on fait des arbres fruitiers. D'accord. Chaque chose qu'ils plantent, Ah, c'est quelque chose dont ils ont besoin. ok, ouais. Tu vois? Ouais, c'est malin, Et ça. aussi, et après, en même temps, on met des arbres d'ombrage, parce qu'il y a des produits qui ont besoin d'ombrage. Mhm. Ils le savent. Parce que c'est eux, Mhm. limite, ils savent beaucoup plus de choses que nous, Ouais. en soi. Ils disent, ah, besoin d'ombrage, lui. Mhm. Donc, ils disent, ça, il faut un arbre. Donc, on met un arbre. Et on met des Ah, citronniers, ils font un truc. Et ils le mettent, et ils mettent, et au final, d'accord. c'est pour ça que nos zones s'appellent des jardins-forêts. Ah, Parce ok. que c'est des jardins avec des plantes, Mhm. avec des maraîchers, et en même temps, c'est des arbres de forêt. Et on D'accord. fait en sorte de mettre des arbres différents, de différents types. On sait que tel arbre, ça permet de faire du paillage, tel plant, ça fait du paillage. Celui-là, ben, il fait des fruits. Et en même temps, bah, ça rend les choses plus belles dans la zone et ils aiment beaucoup. Mhm. Et on touche les enfants. Mhm. C'est qu'on dit, toi, parce que tu vois, par exemple, l'idée là que tu disais, genre, ouais, peut-être que moi je mangerai grand, l'arbre il sera pas là. Oui. En vrai, on commence très tôt. Donc Ouais. l'enfant il a fait. Il verra, ce sera son arbre. Ah, ok. On donne On des fait en petits sorte que. prénoms et tout. Ouais, c'est ça, mais c'est exact, hein, c'est ce qu'on fait Ouais. d'ailleurs. Tu dis, c'est ton arbre, c'est ton arbre. C'est ta parcelle. Ah, ok. Et quand tu vas sera grand, Mhm. bah, tu verras le résultat de ton travail. Et je pense que c'est très important que Mm, tu vois le résultat de ton travail. Ouais, c'est super intéressant. Ok. Du coup, donc là on a parlé de à la tête casse, mais j'ai quand même vu sur LinkedIn que voilà, tu avais plusieurs projets. Donc Mhm. il y a Sakua Nourne, Sakui Feed et Madagascar We Race. Donc Madagascar We Race, tu en as parlé un petit peu. Donc j'ai compris que tu étais partie Ouais. de l'association. Par contre, Zakua Nourne et Sakui Feed, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah alors, Zaku Ifit, c'est un peu la genèse de Zaku Nourne. D'accord. C'était en fait, on a organisé un vote, une élection présidentielle symbolique Ouais. en 2018 pour Ouais. permettre à la diaspora de voter. Parce que, comme on le sait, la diaspora ne peut pas voter. Genre, plutôt, on va dire que dans les lois, ils ont le droit de voter, mais donc, techniquement, ils ne peuvent pas voter parce qu'il n'y a pas les structures pour leur permettre de voter. Mhm. Du coup, en faisant cette initiative, ben, on s'était dit, ben, si on le fait en ligne, on va montrer qu'on peut voter. Mhm. Et du coup, ben, on a commencé par ça, une mobilisation, ça a beaucoup marché, ça fait le groupe Facebook de 15 000 personnes. Et puis on a continué, et puis on s'est dit que pourquoi pas continuer à continuer la mobilisation via d'autres actions, et puis c'est là que Zakwan Monde est arrivé. Et puis voilà, enfin voilà surtout quoi. Et puis là maintenant on a continué quelques actions, il y a eu les fan zones, Mhm. on a fait des rencontres avec l'ambassadeur, et puis d'autres mobilisations autour des associations d'ailleurs, où on essaie de recenser près de 1000 associations pour permettre à la diaspora de se connaître. Mhm. Parce que la diaspora, c'est beaucoup d'associations aussi, et beaucoup d'associations qui ne se connaissent pas, et on sait beaucoup d'actions qui agissent. Et que peut-être qu'on s'est dit que
avec un petit peu plus de structure, peut-être que ça peut donner une force assez forte de développement Mhm. social. D'accord. Ok. Et c'est quoi le résultat par exemple, de cette cartographie des associations là, Bon, on est encore en plein dedans, donc le D'accord. résultat, je pense, arrivera dans pas un peu de temps quand même après, mais Ok. ça demande quand même un gros boulot de recensement, donc J'imagine, ouais. c'est encore... Parce que faut savoir que cette étude-là, c'est d'abord une étude scientifique de base, où on est en collaboration avec des scientifiques. Je dirais pas tout de suite le nom parce que peut-être qu'ils ne veulent pas. Donc, Mhm. avec des scientifiques en fait pour une étude sur Madagascar et puis plus tard une étude sur la diaspora. Donc on s'est dit ben, pourquoi pas aider D'accord. intellectuellement D'accord. Ok. et opérationnellement dessus quoi. Mhm. Et au-delà de ça, du coup, j'ai vu que tu étais consultant Ouais. enfin, je ne citerai pas le nom du cabinet parce que Non, oui. je veux pas faire de pub pour la concurrence, mais qu'est-ce que j'allais dire? Comment tu fais? Parce que je suis consultante moi-même, donc je sais que c'est quand même... C'est dur. ça prend beaucoup de temps. Comment tu fais pour mener ta vie de consultante, tes missions, et à côté, à la tête Saral, Sakwanurn, et enfin, comment tu fais? Bah, premièrement, je dirais c'est la passion. Ouais. C'est premièrement la passion. C'est que j'aime beaucoup mon. Enfin, le métier de consultant, je le fais parce que j'ai besoin de manger quoi. Alors, je vais être très honnête. Oui, oui, Je vais oui, être très très honnête et transparent dessus. Et après, je me dis que je peux pas juste m'arrêter là et que en fait, ça me passionne énormément de travailler pour Madagascar. oui. Mhm. Du coup, je me dis, ça me dérange pas de beaucoup travailler sur le côté. Mm. Après, c'est beaucoup d'organisation, c'est du. Enfin, je compartimente beaucoup mes journées. Ah bah oui, j'imagine. C'est un peu, enfin, c'est comme les consultants, je suis un peu genre 20%, 20%, 20%. Je me mets 2 heures, un peu, 1 heure ou 2 heures un peu pour l'assaut, Ouais. etc. à côté. Enfin, je compartimente beaucoup mon temps et c'est Mm. grâce à ça que j'ai réussi en pro. D'accord, ouais, c'est beaucoup d'organisation quoi. Ok. Ah ouais, ouais, si. Mais si je le fais pas, c'est chaud. Et 24 heures, c'est suffisant du coup pour toi, pour une Non, journée? non, 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 non. Mais j'essaie de beaucoup dormir, enfin, j'essaie de dormir aussi quand même, et profiter de mes week-ends. Ouais. Bah, c'est dur de vivre et en même temps de faire tout ça. Ouais, ouais, bah, Mais après, comme je fais quelque chose que j'aime, Mhm. c'est comme si je vivais Ouais, le truc aussi. ça Donc, ne compte pas. ça compte pas vraiment. Bon, ces derniers temps, ça commence à me fatiguer, certes, mais j'ai besoin de trouver une solution. Mhm. Mais ouais, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur et de discipline. Mhm. Donc Ok. finalement, ça. Et finalement, en fait, tout ton parcours avec le sport, le taekwondo, ça t'a beaucoup aidé en fait, Ah ouais, finalement. c'est retour au pour mes amours. Ouais. Ouais, Mm. ok. Et là, aujourd'hui, si tu avais la possibilité de parler au petit Elliot il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Euh, Est-ce que déjà, le petit Elliot d'il y a 10 ans, il y croirait si tu lui dis que aujourd'hui, toi, t'es consultant, t'es à la tête d'une association, tu participes à plusieurs projets pour Madagascar. Est-ce que déjà, lui, il y croirait? Et si tu avais un message à lui dire, là, du haut de ton grand âge, enfin grand âge, là le maintenant, dinosaure maintenant, actuellement, ouais. voilà. Là maintenant, si tu avais un message à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, moi, s'il y a un message à lui dire, c'est que. Enfin, continue, tu as eu raison d'y croire. Mhm. Ça fait longtemps que j'y crois. Ça fait vraiment longtemps. Enfin, j'ai vécu des choses dures, pas faciles, et vraiment pas faciles. Que ce soit depuis Mada, que ce soit depuis ici, et surtout ici. Ça n'a jamais été facile, la vie en France. Mhm. Mais je dis, il faut continuer d'y croire. Ça a toujours été chaud, mais j'ai toujours raison. Enfin, je dis, tu as toujours raison de pousser toujours le dernier mètre. Mhm. Toujours de pousser un petit peu le dernier mètre. Allez, un dernier, un dernier. Puis, je pense que du haut d'avant, là, le petit, je pense qu'il y croirait pas. Mais sans grande prétention, ça fait longtemps que je voulais vivre cette vie-là. Ouais. Ça fait vraiment longtemps, depuis que je suis tout petit. Mhm. Ça fait même petit, je m'amusais déjà à faire des cabanes, faire des potagers, Mhm. dire à mes cousins, allez, on va là-bas, on va faire ça, on va se balader, on va faire ça. J'ai toujours aimé ça. Mhm. Et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de réaliser mon imagination. Je dis, vas-y, continue d'y croire parce que tu vas y arriver, quoi. Et t'as toujours eu cette âme de leader, entre guillemets, parce que, surtout, j'imagine déjà l'idée une équipe quand tu es en présentiel, c'est déjà quelque chose. Et là, tu leads une équipe qui est à, je sais plus, 11 000 kilomètres.
Tu as toujours eu cette qualité-là ou c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure? Ben, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais. Premièrement, je sais pas, je dirais pas que c'est acquis. Mhm. Parce que déjà, je suis le grand frère. Il y a mon petit frère, il y a ma petite soeur et mon petit frère. Donc il fallait déjà l'idée mon petit frère et ma petite soeur. Parce que les parents me disent, bah, c'est bon, c'est ton petit frère et ta petite soeur, tu t'en occupes quoi. Ah oui. Il y a déjà ça. Donc, ça a commencé par là. Ensuite, j'ai été le plus âgé de mes cousins. Donc il fallait s'occuper des cousins aussi. On jouait, il fallait guider un peu. Ça me fait plaisir aussi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, enfin, ça me dérange pas de. Ouais. Si quelqu'un doit prendre le lead, bah, je le prends. Mhm. J'en veux pas forcément tout le temps, mais s'il faut prendre les responsabilités, je le prends. Mhm. J'ai toujours été comme ça et je pense que ça est dû aussi au fait que je sois l'aîné. Et l'aîné de tout le temps, j'ai toujours été l'aîné. Et le taekwondo aussi, ben, l'âme de la ceinture noire, dans la ceinture noire, faut l'idée. Et tu peux pas être ceinture noire si tu n'as pas l'exemplarité. Et bah, j'étais capitaine d'équipe, j'ai D'accord. toujours aimé. Ok. Je sais pas si j'ai aimé ça, mais je pense que j'ai toujours été poussé à faire ça. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Et là, du coup, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu te changeais quelque chose ou tu te dis non, c'est bon, moi c'est. Donc, je pense que Je même suis très fière de moi. malgré les galères, Ouais. et malgré les erreurs énormes que j'ai pu faire, j'en ai fait. J'en ai Ouais. fait beaucoup, 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 beaucoup. Et vraiment beaucoup. Et tous ceux qui m'ont côtoyé, qui travaillent avec moi, ou côtoyé, ou mes amis, mes proches, Mm. ma famille, peuvent en témoigner. J'en ai fait énormément, je sais pas tout. C'est clair que je sais pas tout. Mhm. Non, je changerai pas parce que c'est justement tout ça qui m'a permis d'être là. Mhm. Et je continue à faire des erreurs. Ok. Et j'en continuerai. Écoute, j'espère pourtant en tout cas que tout se passera bien. Ah bah, j'espère Pour pas tes trop de grosses projets. erreurs, mais si je peux éviter, j'évite. Ouais. Ok. Avant de terminer, est-ce que tu as un message pour les personnes qui nous écoutent, qui eux aussi de leur côté, ils ont un rêve, hein, ils veulent réaliser un projet, qui n'osent pas forcément. Est-ce que tu as un message pour ces personnes-là? Ah bah moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que ben faut pas hésiter à y aller. Pourquoi? Parce que moi je savais pas tout ça. J'ai appris sur le tas et ça s'apprend. Finalement les choses s'apprennent vite, s'apprennent vite. Tu sais peut-être pas faire un truc mais tu sauras faire. Et si tu sais vraiment ce que tu aimes, bah, tu y arriveras. Donc faut aller, faut oser. Et surtout, faut pas hésiter à demander de l'aide. Mhm. Parce qu'il y a toujours de l'aide. Mhm. Ok, il faut faire attention, mais il y a de l'aide. Genre par exemple, moi, ça me dérangerait pas d'aider les gens, ce que je fais aujourd'hui, j'aide énormément. Mhm. J'aurais aimé que quelqu'un m'aide aussi, et je pense que j'essaie de devenir cette personne-là pour aider les autres aussi à côté. Donc faut pas hésiter à demander de l'aide, faut oser se casser la gueule, parce que quand tu te casses la gueule, bah, c'est comme ça que t'apprends. Et c'est comme ça que t'apprends, et quand tu apprends, bah, tu fais plus l'erreur. Ensuite, quand tu sais que tu arrives plus tu te bloques, demande de l'aide. Tes proches, Mm. tes amis, regardez sur LinkedIn, je sais pas. Faut pas hésiter à écrire à une personne que tu penses inaccessible, faut lui écrire. Elle répondra, elle dit non, c'est pas grave, mais dis oui. Tu vois, Ouais. c'est la personne elle dira toujours oui, bah faut y aller quoi. Faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Mhm. Enfin, c'est même pas maintenant ou jamais, c'est maintenant. Je dis pas jamais, c'est maintenant. Ouais. Ok. Ouais, C'est c'est un jamais trop trop beau- tard. Un trop beau message en tout cas. Pour conclure, est-ce que tu pourrais Est-ce qu'il y a une dernière une découverte que tu as fait récemment qui t'a fait rire, enfin, un truc qui t'a marqué, que tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent? Un truc, peut-être pas un truc qui m'a fait rire, mais peut-être c'est des choses enfin, des choses assez qui me choquent quand même après, un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui. Enfin, moi, un truc que j'ai découvert, c'est le documentaire de Netflix, la Seaspiracy. Et je me suis dit qu'en fait, on mène ce monde un peu vers quelque chose, un modèle Ah, je connais qui est pas pas du tout. bien. Enfin, je conseille d'ailleurs de regarder Seaspiracy et Cospiracy. D'accord. Parce qu'en fait, c'est sur les dérives de l'agriculture intensive et de la pêche industrielle. Ok. Et en gros, on vit dans une sorte de dystopie aujourd'hui. C'est un monde qui commence à vraiment enfin, partir en vrille. Et je pense que ce monde, enfin, ce monde a besoin de personnes qui font des choses bien. Mhm. Donc ça rejoint un peu mon message d'avant. N'hésitez pas à oser parce qu'on en a besoin. C'est surtout ça. Ok, ouais, très bien. Bah, écoute, merci pour tous ces beaux messages et pour tous ces encouragements. Et
ces messages d'espoir, de motivation. Merci beaucoup. Ah bah merci beaucoup de m'avoir invité, moi ça fait plaisir et faut pas hésiter s'il y a besoin d'aide. Merci. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Elliot nous a surtout encouragés dans cet épisode à tenir bon malgré les obstacles, de toujours croire en nos rêves, parce que si on s'en donne les moyens, on peut toujours y arriver. Et surtout, de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsqu'on en a besoin, à nos amis, à notre famille ou aux personnes qui nous semblent inaccessibles si nécessaire, car ça ne coûte rien de demander. Et en fait, sa conclusion m'a aussi beaucoup marquée. Il nous disait que le monde avait besoin de personnes qui veulent et peuvent contribuer, et que si vous avez un beau projet pour justement contribuer à ce monde-là, allez-y, parce que le monde a besoin de vous. En tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à consulter les notes du podcast pour retrouver les différents réseaux sociaux d'Elliot et de son association Tetka Sahal. Vous y trouverez également le lien vers les 2 documentaires Netflix qu'il évoquait, Seaspiracy, la pêche en question, et Cowspiracy, le secret de la durabilité. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.